Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, l'émission qui décrypte vos sujets et préoccupations de tous les jours. Alors dans ce nouveau numéro, on se penche sur le monde de l'entreprise et on se projette surtout à quoi ressemblera-t-elle demain, à l'heure où il est parfois difficile de trouver des collaborateurs, de les garder aussi. Beaucoup de structures réfléchissent à leur raison d'être, à leur gouvernance et travaillent aussi sur ce qu'on appelle leur marque employeur. C'est de tout cela que nous allons parler avec nos invités que je vous présente. Emmanuel Rico-Cario, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes notaire en Loire-Atlantique et en face de vous, nous avons Jean Bazir, bonjour. Bonjour Aurélie. Président du Centre des jeunes dirigeants, le CJD. Et par ailleurs, chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'un cabinet de recrutement. Alors, je parlais de marque employeur, elle est en vogue, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, Jean Bazir ? Alors déjà, dans le terme marque employeur, il y a le mot marque qui est très important. Qu'est-ce que c'est qu'une marque en marketing ? C'est quelque chose qui définit l'identité et le positionnement d'un produit ou d'un service et qui s'adresse à une cible. Et bien dans la marque employeur, c'est la même chose en fait. C'est l'identité et le positionnement de l'entreprise intrinsèquement. On ne parle plus de ses produits et de ses services, mais de ce qu'elle est vraiment réellement de l'intérieur. Et on ne s'adresse plus à ses consommateurs, mais à ses talents, enfin les futurs candidats, et à ses collaborateurs et finalement à toutes ses parties prenantes. Et ça, finalement, c'est qu'une petite partie de ce que vous appelez, vous, l'employabilité. Ça, c'est un terme aussi un peu barbare, mais que vous allez nous expliquer. C'est ça, l'employabilité, en fait, c'est le pendant de l'employabilité. On est sur un marché du travail quand même un peu particulier, où finalement, il y a une offre qui a du mal à rencontrer la demande. En gros, il y a des candidats compétents qui ne trouvent pas toujours la bonne entreprise, et puis de l'autre côté, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et on parlait encore il y a 5 ou 10 ans de certains secteurs pénuriques. Maintenant, c'est très compliqué dans tous les secteurs d'activité. Et voilà, l'employabilité, c'est comment rendre un candidat attractif pour une entreprise. L'employabilité, c'est comment rendre une entreprise attractive, un peu plus vertueuse, pour qu'elle puisse capter des candidats et garder ses équipes. Et ça, c'est un peu ce sur quoi vous travaillez justement dans votre entreprise à vous, Emmanuel Rico-Cario. Pour les notaires, ce sujet de la marque employeur ou de l'employabilité, finalement, ça ne fait pas vraiment partie de vos prérogatives. Somme toute, vous qui êtes spécialisé dans le droit des entreprises, c'est une problématique sur laquelle les chefs d'entreprise, si ce n'est vous consultent, mais aiment bien discuter avec vous, en fait. Alors, tout à fait, effectivement. Alors, les notaires non concernés, oui et non, parce qu'à côté du notaire, il y a des équipes, il y a des collaborateurs, et donc même la profession notariale doit bien évidemment avoir une réflexion sur la marque employeur. Oui, parce que vous êtes des entreprises, tout simplement aussi. Tout à fait, donc c'est très important. Effectivement, dans le cadre de mon activité professionnelle, je rencontre plein de chefs d'entreprise pour des conseils juridiques, et non pas pour des conseils de détermination de marque employeur. Mais systématiquement, sur toutes les consultations, sur tous les rendez-vous, le sujet du salarié vient dans la discussion. Et systématiquement, le chef d'entreprise en parle parce qu'effectivement, problématique de recrutement, problématique d'attractivité, problématique de maintien des collaborateurs. Donc c'est effectivement un sujet qui, à mon sens, est permanent dans l'esprit du chef d'entreprise aujourd'hui. Et c'est un peu nouveau, ça ? C'est-à-dire que là, on parlait du contexte, mais est-ce que vous diriez que c'est plus prégnant depuis quelques années seulement ? Alors, de mon expérience, il me semble qu'il y a eu un pré-Covid, un Covid, un post-Covid. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est nouveau, a priori, c'était un sujet il y a quand même quelques années, voire décennies, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un indiscutable. C'est un sujet qui est extrêmement présent, important, et que le chef d'entreprise doit avoir une réflexion de développement de son activité économique, mais pas que. Il est important qu'il ait cette réflexion en interne pour préserver son activité économique. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées par ce sujet, Jean Bazir, quelle que soit peut-être leur taille ou leur secteur d'activité ? Toutes les entreprises sont concernées, puisque toutes les entreprises représentent quelque chose, et toutes les entreprises sont visibles beaucoup plus facilement qu'auparavant. Donc peut-être que certaines entreprises travaillent mal leur marque employeur, mais en tout cas, elles ont toutes une identité. Si on veut être très concret,
justement cette marque employeur, sur quoi on travaille et avec quel type d'action? Est-ce qu'on peut prendre quelques exemples? Alors, la marque employeur, la notion de marque employeur, en tout cas de mon point de vue, c'est une notion de communication et de marketing qui est au service du travail qu'on va mettre en place. En fait, c'est comment expliquer à l'extérieur ce qu'on est réellement et ce qu'on a par rapport à une autre entreprise dans le même secteur d'activité, une étude notariale par rapport à un autre, ou même dans... voilà. Donc, on a identifié, nous, pour l'employeurabilité, 10 items qui sont immuables, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Une entreprise est attractive, ou plutôt, on va prendre le sujet à l'envers, a des problèmes d'attractivité ou de maîtrise du turnover, quand il y a des soucis ou des sujets liés à la gouvernance, vous l'avez dit, à tout ce qui en découle, donc c'est-à-dire la vision, la raison d'être, les valeurs de l'entreprise, tout ce qui tient au management. Et on va peut-être y revenir après au management, mais c'est vraiment finalement la pierre angulaire de tout ça, parce que ce sont les managers de proximité qui dégagent tout ça. Mais il y a plein d'autres domaines, il y en a identifié 10. Il y a la santé au travail, il y a tout ce qui est lié au potentiel et aux compétences, il y a la convivialité, le lien social, il y a tous les impacts, donc impacts environnementaux dont on parle beaucoup, les impacts sociaux et solidaires, et bien sûr la communication est là pour en gros expliquer aux candidats, à nos collaborateurs, voilà, comment nous, entreprises, on agit, comment TVRN, par exemple, est de l'intérieur. J'allais vous demander, on parlait de toutes les entreprises concernées, mais tout ce que vous évoquez là est un peu complexe. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont le temps de se poser ces questions, elles ont l'opportunité de le faire, les compétences? Alors oui, parce que ça peut commencer par des choses très très simples et des choses pragmatiques en fait. Ça commence par exemple si on prend un process de recrutement, c'est-à-dire faire une annonce assez claire. Il y a une vraie défiance des candidats par rapport aux annonces. Il faut vraiment se démarquer déjà parce que maintenant les annonces ne servent presque plus à rien tellement il y en a. Mais annoncer un process de recrutement clair et puis s'y tenir. Faire des réponses aux candidats, ça fait partie c'est basique, mais c'est de la marque employeur. Accueillir les candidats correctement, leur offrir un café, c'est des petites choses de rien du tout, mais ça commence par là, la marque employeur. Ouais. Après, c'est de l'onboarding, après, en fait, c'est une attention à tous les détails. Justement, Emmanuel Rico-Cario, vous qui êtes chef d'entreprise, vous le disiez, hein, les notaires sont des entreprises également. Ces questions-là, oui, vous les posez très concrètement dans l'entreprise? Oui, tout à fait. Oui. On s'attelle effectivement, vous parliez d'onboarding, on s'attelle effectivement quand on a par exemple des candidatures spontanées ou des candidatures qu'on n'a pas retenues, déjà systématiquement faire un retour. Il me semble que c'est très important, même quand on ne retient pas le collaborateur. Ensuite, quand les collaborateurs arrivent, eh bien, on essaye d'établir des vrais plans d'intégration écrits avec des fiches de fonction. Et puis, voir le collaborateur J+2, donc J embauche, +2, plus une semaine, plus 15 jours, et d'adapter au fur et à mesure. On essaye d'avoir un vrai travail au sein de l'étude là-dessus, et puis une fois qu'il est là et qu'il est bien installé, bien le suivre, essayer de le suivre pérennement, l'écouter, je pense que c'est très important, l'écouter, être force de proposition de formation, là où peut-être il rencontre des difficultés, mais là où on peut l'optimiser également, enfin le performer là où il est bon. Et puis jusqu'à la fin, un collaborateur qui s'en va, je pense que c'est intéressant aussi de faire un point de conclusion de l'expérience commune. Je pense que ça peut lui être bénéfique dans le cadre de ses recherches à venir, dans le cadre de ses futurs postes à pourvoir, et puis également pour l'entreprise, où est-ce qu'on a été bon, où est-ce qu'on a été mauvais, comment on communique par rapport à ça. Et voilà, c'est un vrai... voilà, en tout cas, c'est un challenge que vous menez dans l'entreprise, essayer d'améliorer tous ces... Les collaborateurs qui partent, c'est une vraie mine d'informations. Nous, quand on fait des audits en employeurabilité, justement, on essaye d'aller chercher des anciens collaborateurs ou des candidats qui sont allés loin dans un process et qui pour aller mettre le doigt sur ce qui fait que le collaborateur est parti, voilà. Peut-être. Hein. Donc, chacun a ses raisons, mais quand les raisons sont un peu redondantes, on peut se dire qu'il y a peut-être un sujet. En fait. À travailler. On parle de l'entreprise de demain, l'entreprise du futur. Ça, c'est des choses que vous évoquez souvent au sein du CJD, donc du Centre des jeunes dirigeants
dirigeants qui rassemble donc des jeunes chefs d'entreprise. Vous existez depuis 1938 et votre cœur de métier, c'est vraiment de travailler le rôle social de l'entreprise. Concrètement, ces sujets, quels sujets là vous portez en ce moment au CJD? Depuis toujours, la devise du CJD a été l'économie au service de l'homme, qui a été élargie aujourd'hui à l'économie au service de l'homme et du vivant pour travailler sur les enjeux environnementaux. Mais on a toujours été fidèle à cette devise, en fait, et on a toujours pesé sur des avancées sociales au cours de l'histoire. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple dans les années 50, le CJD revendique d'être à l'origine de l'assurance chômage, par exemple. Un peu plus tard, dans les années 70, on a été, enfin moi j'étais pas là, mais le CJD était vraiment fer de lance de l'alternance et était un pionnier des mouvements patronaux pour développer l'alternance. Et puis, en fait, le CJD, c'est un lieu de formation pour les dirigeants, un lieu d'expérimentation. La raison d'être du CJD, c'est se transformer soi pour bâtir des entreprises plus responsables, durables et agréables, et agir pour inspirer. Voilà, donc c'est vraiment un lieu de formation et surtout d'expérimentation. Donc quel que soit le sujet qui est posé sur la table, en fait, on essaie de se dire qu'on n'a pas de tabou et pas d'a priori, et on teste beaucoup de choses. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais à chaque fois qu'il y a un sujet de société ou un sujet surtout lié à des avancées économiques et sociales, on va le tester. En fait, on parle beaucoup de performance globale au CJD, c'est ça. Donc par exemple, on va tester, on a eu beaucoup de tests sur les 35 heures. Plus récemment, il y a eu beaucoup d'entreprises de JD qui ont testé la semaine des 4 jours. Voilà. C'est justement, vous me faites la transition toute trouvée, Jean Bazire, sur le reportage que nous allons visionner dans un instant, puisque vous le disiez, vous expérimentez et parfois vous adoptez donc, ces expérimentations. C'est donc le cas d'une entreprise lorientaise, une agence de communication qui a décidé de passer à la semaine de 4 jours. Un défi pour l'entreprise, mais un vrai plus pour ses salariés, comme vous allez le comprendre avec ce reportage de Simon Barraud. Chaque semaine, Quentin et Tiffaine embarquent à la gare de Rennes, direction Lorient. Autour de 9h, ils arrivent à l'agence. Aujourd'hui, leur équipe est au complet. Le lundi et le mardi, tout le monde est présent. Du mercredi au vendredi, on télétravaille 2 jours et on chôme, le jour restant. Un virage pris par la direction en 2022, après 10 ans d'existence. L'enjeu de la manœuvre, équilibrer vie pro et vie perso. On est tous très très engagés sur nos projets, on a envie de bien faire, on aime ce qu'on fait, on aime l'entreprise, on aime passer du temps ensemble. Mais ce n'est pas toute notre vie. On a aussi des loisirs créatifs à côté, des engagements, nos familles, nos amis, et c'est tout aussi important pour nous. Les 7 membres de l'équipe travaillent désormais 32 heures semaine au lieu de 35, sans perte de salaire ni d'effectifs. Pour y arriver, il a fallu s'organiser et surtout bien communiquer en interne. On a fait des petits ateliers avant de lancer l'expérimentation pour voir comment on pouvait gagner en efficacité sur nos projets, sur nos réunions, etc. Et après, il faut beaucoup communiquer, faire des feedbacks. On travaille en binôme sur les dossiers, on se relaie. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a même progressé de 40% l'année dernière. Pour ces graphistes comme Quentin et Tiffaine, la journée de coupure à Dubon n'est pas un frein à leur efficacité, bien au contraire. On est plus reposé, je pense, et donc un peu plus à fond, je me suis sentie plus à fond dans le travail. On a l'esprit un peu plus libéré, je dirais, pour produire des visuels un peu plus créatifs. C'est tout bête, mais toutes les tâches, les courses, les rendez-vous, les petites choses qui peuvent venir un peu où on ne sait pas où les mettre dans notre semaine parce qu'on est un peu surbooké, le week-end c'est pas possible parce que c'est fermé, voilà, il y a juste à tout mettre le vendredi et puis c'est bon quoi. Du coup ça dégage un peu l'esprit pour le reste du temps. Réduire son temps de travail, équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, des préoccupations actuelles qui séduisent de plus en plus les salariés d'aujourd'hui et ceux de demain. Emmanuel Ricocario, alors chez vous, ce n'est pas la semaine des 4 jours, hein, c'est plutôt des 4 jours et demi. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à mettre ce système en place ? Je pense qu'à l'origine, c'était une démarche pour rendre plus confortable le travail des collaborateurs. Donc, effectivement, on s'est dit que libérer une demi-journée par semaine, donc au choix du collaborateur, c'est pas l'étude est fermée tel jour ou telle demi-journée, c'est au choix du collaborateur.
en essayant de respecter un travail de binôme, parce qu'on a quand même un client qui est là et qui doit forcément pouvoir avoir des réponses et puis un suivi de son dossier. Mais voilà, une vraie volonté d'essayer d'apporter un confort de travail aux équipes par cet intermédiaire-là. Plus généralement, selon vous, qu'est-ce qui explique cette prise de conscience à travailler ces sujets de bien-être au travail, d'organisation, de gouvernance? On a évoqué, c'est vrai, le contexte qui n'est pas très favorable pour les entreprises, pour le recrutement. Mais est-ce que finalement, c'est tout le rapport au travail qui a changé? Est-ce qu'on peut le dire comme ça, selon vous, peut-être, Jean, pour démarrer? Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, le rapport de force a changé, en fait. Le candidat est presque en position de force. Enfin, c'est pas très gentil de dire ça, mais a le choix dans une. Même si le chômage réaugmente, mais c'est vraiment à la marge. En gros, il y a le rapport de force est complètement différent. Donc, il faut se réinventer si on veut attirer des candidats. C'est une question d'offre et demande, encore une fois. Ensuite, effectivement, le marché du travail a changé. Ce qu'on entend derrière la valeur travail a changé. Il y a eu un vrai changement de paradigme. On entend beaucoup de personnes se plaindre qu'il n'y a plus d'engagement. Moi, je le vois un peu différemment. L'engagement n'est plus lié à l'entreprise, en fait. Elle est liée à ce qu'elle représente. Elle est liée au sens au travail. Et on le voit très bien dans les raisons de choix d'une entreprise par rapport à une autre. Emmanuel Rico-Cario, sur cette question du rapport au travail qui a changé, vous le constatez ou pas du tout? Oui, bien sûr. Oui, je le constate et puis j'échange beaucoup avec nos clients qui font le même constat. Et j'ai eu un échange très intéressant avec un médecin du travail sur le sujet que j'ai rencontré. Et on parlait de ça, de la valeur travail, la relation travail. Et je lui expliquais que moi, en tant que chef d'entreprise, j'avais en leitmotiv d'essayer de rappeler aux collaborateurs qui pourraient être un peu démotivés ou désintéressés parce qu'ils ont une profonde recherche d'équilibre, vie professionnelle, vie perso. J'essayais de lui dire que mon leitmotiv était de redonner de l'intérêt, de redonner du sens au travail, de faire comprendre aux collaborateurs que son métier est un maillon essentiel de notre entreprise. Et le médecin du travail me répond « Oui, vous pouvez essayer ou pas ». Et en surprenant comme réponse. Oui, ça m'a beaucoup parlé. Parce qu'en fait, ce qu'il voulait me dire par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, la relation travail, le travail n'est plus une fin en soi. Le travail devient un outil pour arriver à ses fins et que c'est pas forcément aux collaborateurs de s'adapter à l'entreprise. Ça va être à l'entreprise de s'adapter à cette situation de manière à ce que tout le monde y retrouve son compte. Non, mais est-ce que c'est entendable par un chef d'entreprise? Je crains qu'on n'ait pas le choix, Aurélie. Cette marque employeur, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit vraiment effective? C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un petit coup de vernis et qu'on ne soit pas dans une démarche similaire à peut-être ce qu'on peut appeler le greenwashing. Est-ce que, comment on fait pour que ce soit une démarche sincère? C'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est du marketing. C'est pas un gros mot, le marketing. Mais le marketing, quand il est bien fait, il doit être au service du fond. Si un jour on décide de manière arbitraire d'afficher 3 valeurs sur un site internet parce que c'est ce qui fait beau, ça fonctionne pas. Enfin, c'est comme une démarche RSE. D'ailleurs, c'est une démarche RSE, mais très orientée sur l'emploi. En fait, ça doit, quand on décide de travailler sa marque employeur, la communication et le marketing, la façon dont on va expliquer les choses doit arriver après ce travail de fond, et même pas après, parce que ce travail de fond n'est jamais terminé. En fait, on peut toujours s'améliorer et les attentes des candidats, des collaborateurs évoluent au fil du temps. Je voulais qu'on parle aussi de cette entreprise de demain qui sera profondément numérique. Et vous dites ça, c'est aussi un sujet de préoccupation et un sujet sur lequel les chefs d'entreprise vont devoir travailler pour assurer la pérennité de ces entreprises. Oui. Tout à fait. Alors, a fortiori dans les métiers, les métiers du droit, bien évidemment, mais tous les métiers qui vont être confrontés à l'intelligence artificielle et qui, pour le moment, ne l'utilisent pas. Si je prends la profession notariale, par exemple, aujourd'hui, ça n'est
pas encore vraiment notre quotidien, mais ça le sera demain ou après-demain de manière inévitable. Et il va falloir que le notaire de demain, le chef d'entreprise de demain, se positionne par rapport à cela. Alors, on a quand même beaucoup de chance dans notre profession parce qu'on est très organisé. Nous avons des instances qui nous aident et qui travaillent vraiment le sujet. Il y a des commissions de travail qui se font. On a notamment une commission innovation et perspective qui travaille sur l'intelligence artificielle, qui recherche, qui audite les entreprises concernées, qui voit ce que ça peut apporter, quel impact ça va avoir sur nos professions. Et ça en aura, c'est une évidence. Et ça en aura indiscutablement. La question est comment nous allons réussir à nous l'approprier pour bien faire notre métier, préparer nos collaborateurs, les former et que ça devienne pour tout le monde un confort de travail au service du client. On va prendre dans un instant les questions téléspectateurs, mais pour l'heure, il est temps de retrouver Vincent Lemay pour sa chronique Actu. Bonjour Vincent Lemay. Bonjour Aurélie. Alors, dans nos actus du mois, on va parler du lancement d'un site qui s'appelle Mes Points Permis. Alors, on a un nouveau service en ligne qui s'appelle Mes Points Permis, effectivement, qui vient remplacer ce qui s'appelait avant la consultation Télépoint. Alors, tout titulaire d'un permis de conduire peut consulter le solde de ses points de permis de conduire évidemment et télécharger un relevé d'informations restreint de son dossier. Depuis le 16 mars 2024, il peut également accéder à des informations supplémentaires sur son dossier, donc l'historique de la situation par exemple, comme par exemple la date et le lieu de l'infraction, la date de restitution des points et le calendrier prévisionnel de récupération des points perdus. Dans une prochaine évolution de ce site, il sera également possible de relever ce qu'on appelle le RII, le relevé d'informations intégrales, et des informations utiles sur la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Voilà, toujours bon à savoir. Merci Vincent. On parle des impôts parce que c'est de saison. Alors on est en pleine période de déclaration d'impôts. Dans cette déclaration, vous devez également alimenter le site qui s'appelle Gérer mes biens immobiliers. Donc en tant que propriétaire de logement, que ce soit une résidence principale, secondaire, une cave, un parking, vous devez alimenter ce site et tout changement d'occupation des biens. Donc c'est sur impôts.gouv.fr et vous allez sur Gérer mes biens immobiliers. Merci Vincent. On termine en parlant de la hausse du barème des frais de carburant. Alors, si vous êtes salarié, que vous utilisez votre véhicule pour vous rendre au travail ou vos trajets professionnels, vous pouvez opter pour la déduction des frais au réel dans votre déclaration de revenus en vous basant sur les barèmes de frais de carburant 2023 applicables sur la déclaration 2024. Quelques chiffres. Le barème 2023 applicable pour la déclaration 2024 affiche par rapport à l'an dernier des hausses en ce qui concerne les moteurs essence. On passe de 4,1 à 4,8%. Le GPL de 15,1 à 16,4. En revanche, pour les véhicules diesel, vous avez une baisse de 3%. Évidemment, ça ne concerne que les frais de carburant et non pas les frais d'entretien de votre véhicule. Merci beaucoup Vincent. On se retrouve donc le mois prochain pour de nouvelles actualités. Voilà, je vous les avais promis, elles arrivent, les questions donc, de nos téléspectateurs. La première concerne le télétravail. Voilà, j'aimerais en faire, mais mon employeur ne le veut pas. Comment puis-je le convaincre? Emmanuel Ricocario, sur cette question. Je pense qu'en réalité, le salarié n'a pas à convaincre son employeur parce qu'aujourd'hui, c'est une réalité, c'est un indispensable et l'entreprise ne va pas être attractive, elle ne sera pas concurrentielle sur le marché du travail si elle ne propose pas de télétravail. Oui, je crois que ça fait partie des critères principaux dans le choix d'un poste, cette question du télétravail. La deuxième question, c'est comment développer et entretenir sa marque employeur? Vous êtes un spécialiste, Jean Bazire. Comment développer et entretenir tout simplement, c'est une quête sans fin en fait. On doit jamais s'arrêter. À partir du moment où on s'arrête, c'est qu'on n'est plus à l'écoute de ses collaborateurs et des candidats. Donc on se fait dépasser par les autres. Voilà, donc on continue toujours et on cherche. J'ai une dernière question qui nous servira sans doute de conclusion. Je vous la pose à tous les deux. Que pensez-vous de ces nouvelles aspirations des jeunes générations vis-à-vis de l'emploi et du sens accordé au travail? Voilà, c'est indéniable. Elles sont là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? On la rapporte souvent au sujet de l'engagement. Je pense que
les jeunes ne sont pas forcément moins engagés, ils sont engagés différemment, ils ne sont pas forcément engagés pour une entreprise, mais pour un sens, pour des choses plus grandes. Et puis à la rigueur, on n'a même pas d'avis à donner par rapport à ça. C'est comme ça et ça ne reviendra pas en arrière. Donc si on se pose trop de questions, à mon avis, on perd du temps et de l'énergie. Emmanuelle Rico-Cario sur cette question. Je suis d'accord, effectivement, c'est à l'entreprise aujourd'hui de s'adapter. Qu'est-ce que j'en pense? De toute manière, c'est comme ça, c'est un fait. Ça va rafraîchir, ça aura le mérite de bouger nos modes de management et je pense que c'est positif. Il va falloir trouver un équilibre et adapter les entreprises en conséquence. Merci à tous les deux pour cette émission pleine de bons conseils et de réflexions sur cette question de l'entreprise de demain. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro d'Avec vous au quotidien.